En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Cette voiture blanche garée derrière moi, vous la reconnaissez forcément, c'est la R5. Mais cette version, elle doit remplir la mission que lui a assignée Renault, c'est-à-dire de démocratiser la voiture électrique. Cette R5, c'est la nouvelle version d'entrée de gamme et on en parle tout de suite dans En route pour demain. Cette R5 d'entrée de gamme, elle se nomme autonomie urbaine. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que cette voiture, elle est taillée pour la ville. Et notre finition, cette évolution. Et la vraie évolution sur ce modèle, se retrouve dans son prix, 27 990 € hors bonus. On est à 5 500 € de moins par rapport aux versions qui ont été commercialisées en fin d'année dernière et que vous avez déjà vues dans En route pour demain. Alors, quels ont été les compromis à faire en matière d'autonomie, en matière de performance, en matière d'équipement pour atteindre ce tarif beaucoup plus bas? On en parle tout de suite avec notre journaliste auto BFM Business, Julien Bonnet, devant la caméra de Séraphin Bête. Et cette cure d'austérité, elle commence par petites touches à l'extérieur. Et oui, c'est le principal, on conserve la forme générale de la R5 qui fait mouche auprès du public. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir dans cette couleur blanche avec le toit blanc qui d'ailleurs agrandit un peu sa taille visuellement en tout cas. C'est assez inhabituel par rapport aux premières versions lancées et donc les gens se retournent mais on sent qu'ils ont un petit doute au début que c'est bien la R5. Donc finalement, si on fait le tour des différences, on a par exemple ici dans le phare avant, il y avait un petit drapeau français qui était inscrit donc directement dans le phare. Ici on a juste un petit coq et donc c'est un rappel que cette R5 elle est toujours produite en France à l'usine de Douai. Ensuite on arrive sur le capot et la petite déception c'est qu'on perd le petit logo lumineux 5 qui faisait partie aussi de l'identité au lancement de cette nouvelle R5 qui est un indicateur de charge. Ici c'est un simple cache plastique avec un petit logo 5. On arrive sur les côtés, le principal changement sur cette version autonomie urbaine ça va être au niveau des jantes. On reste sur du 18 pouces donc toujours des grosses roues mais avec ces enjoliveurs disco qui lui donne plutôt un certain charme. Et ensuite sur la partie arrière ça va être assez rapide finalement. On a là pour le coup le dessin général de la R5 aussi haut de gamme, mais la seule différence ça va être ici le logo Renault en toutes lettres qui n'est plus chromé, mais par contre on conserve le petit logo 5, donc plutôt chouette comme compromis au niveau du design extérieur. Bon, pas de panique donc, cette R5, elle conserve son look un peu rétro de R5, on la reconnaîtra toujours dans la rue. Mais c'est finalement dans l'habitacle que les choses vont beaucoup changer. C'est ici qu'on peut gagner sur les équipements, sur des matériaux peut-être un petit peu moins prestigieux. On retrouve tout de suite Julien, toujours devant la caméra de Séraphin. Et oui, à l'intérieur de cette R5, dans la nouvelle finition d'entrée de gamme Evolution, on conserve l'architecture globale et donc le charme de cet intérieur très réussi de cette nouvelle R5, mais quand même avec pas mal de concessions si on les regarde de plus près. Déjà, la première chose qui frappe, c'est qu'on va avoir pas mal de plastique dur à l'endroit où il y avait des détails en tissu, des parties plutôt molletonnées, notamment sur la planche de bord. Là, on a quelque chose de beaucoup plus rationnel, mais qui, quand même, à l'œil, fait plutôt bonne figure. Mais la partie finalement qui nous a peut-être le plus surpris, c'est sous la partie des réglages physiques de climatisation. Ici on avait un petit bac de rangement avec des ports USB, un espace pour charger le smartphone par induction, et là il y a juste un énorme cache plastique noir avec un espace vide, alors que sur la R5 haut de gamme il y avait une continuation finalement entre cette partie rangement et la console centrale, avec ici un petit accoudoir qui a également disparu. Bon, l'avantage c'est quand même on a un espace de rangement où on peut mettre pas mal de choses, deux petits ports USB-C. À l'arrière ils ont rajouté une petite prise allume-cigare accessible donc depuis l'arrière, donc on va dire que l'essentiel est là. Et sur la partie des écrans, on garde finalement la même composition avec l'écran tactile au centre, ces petites touches physiques sur le dessus, et au niveau de l'écran des compteurs, en revanche, on a une réduction de taille. On était sur du 10 pouces, on passe à 7 pouces. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. On a quand même pas mal d'informations qu'on peut afficher sur cet écran, qui est aussi personnalisable avec différents justement modes d'affichage. Donc ça reste quand même un bon point. Et on a aussi la connexion avec l'application mobile pour par exemple démarrer la climatisation ou le chauffage. En hiver, c'est quand même assez pratique à distance avant de partir le matin par exemple.
L'autre point très positif, c'est vraiment de conserver l'ambiance générale de cette nouvelle R5. On a notamment le plafond molletonné, c'est assez rare pour être signalé. On a aussi les mêmes sièges que les versions haut de gamme, c'est juste qu'on n'a pas encore une fois ce décor jaune par exemple sur la version qu'on avait pu tester en octobre dernier. Là ils sont gris, donc on va dire que c'est quand même beaucoup plus aussi doux au regard au quotidien peut-être. Et on a quand même ce petit détail, ce petit liseré bleu blanc rouge, un petit rappel encore du Made in France qui est quand même très réussi dans cet intérieur. Et sinon on retrouve logiquement les défauts finalement de la nouvelle R5 même en version haut de gamme, donc finalement un espace assez limité à l'arrière pour les passagers, mais c'est compensé par un volume de coffre 276 litres et ça reste assez bon comme chiffre pour cette catégorie des petites citadines. Ce qui contribue finalement au fait que cet intérieur il est assez agréable, c'est qu'on a une voiture certes petite en longueur mais qui reste assez large, on est autour d'1,80 m et ça j'ai regardé, c'est finalement la largeur d'un Dacia Duster alors qu'une Twingo par exemple elle est 1,65 m, donc ça va contribuer on va dire à la sensation d'espace à bord. Par contre sur l'agilité en ville, sachant que le diamètre de braquage il n'est pas non plus exceptionnel, on n'est pas non plus sur un véhicule si agile que ça. On termine par les équipements qu'on perd encore sur cette finition et évolution, donc notamment l'assistant virtuel Renault qui a été introduit sur cette nouvelle R5 qui est basé sur l'intelligence artificielle ChatGPT. Bon ça on va dire c'est pas trop un manque parce qu'on conserve quand même l'assistant Google qui reste assez performant. On perd aussi le service Google Maps intégré, on va dire, dans l'écosystème de cette R5 et qui a l'avantage d'intégrer aussi un planificateur d'itinéraire. Donc tout simplement sur un long trajet, vous proposez différentes étapes avec des arrêts aux bornes de recharge. Donc ça, on pourrait reposer finalement sur Android Auto ou CarPlay, mais je viens de tester finalement Google Maps sur une distance assez longue, par exemple un trajet vers Marseille. Il ne va pas vous proposer comme ça des étapes, donc il faudra passer peut-être par une autre application tierce. C'est plus intégré directement dans l'écosystème de cette R5. Bon, on le voit sur cette R5 d'entrée de gamme, on a quand même conservé un certain nombre d'équipements. Mais Julien, on te retrouve tout de suite parce qu'il en manque quelques-uns. Et sur une voiture qui approche quand même les 28 000 € hors bonus, on se dit que c'est dommage de s'en priver. Oui Pauline, pour moi il y a quand même deux équipements qui manquent sur cette finition évolution. Tout d'abord la caméra de recul, c'est vrai qu'on a un simple radar et ça fait un petit peu bizarre la première fois qu'on passe la marche arrière, et ensuite un régulateur adaptatif qu'on attend quand même sur une citadine comme ça un peu polyvalente où on va forcément faire un petit peu de voie rapide ou même de circulation dans les bouchons, et ça c'est vrai que ce régulateur adaptatif dans ces situations il est particulièrement efficace. Et ici, il faudra se contenter d'un régulateur classique ou d'un limiteur. Merci beaucoup Julien, tu me fais ma transition vers la partie essai. En effet, on va voir si en termes d'autonomie, en termes de consommation, là aussi Renault a fait des modifications pour faire entrer le côté technologie électrique dans cette équation économique d'une R5 d'entrée de gamme. On part tout de suite en Vallée de Chevreuse avec toujours Julien Bonnet au volant devant les caméras de Séraphin Bête et de Marie Mavillet. Nous voici donc au volant de cette nouvelle R5 dans sa version autonomie urbaine. Donc la principale différence, elle va finalement se situer sous le plancher avec une batterie 40 kWh qui donne un peu plus de 300 km d'autonomie, qui va remplacer la batterie 52 kWh de la version autonomie confort. L'autre différence, elle va se jouer au niveau du moteur. Ici, il est d'une puissance de 120 chevaux contre 150 chevaux dans la version autonomie confort, mais autant dire qu'on ne sent pas vraiment la différence. On a quand même toujours ce dynamisme lié à l'électrique avec le couple disponible immédiatement. Le temps d'ailleurs annoncé sur le 0 à 100, il est de 9 secondes et c'est 1 seconde de plus seulement que la version 150 chevaux. Au niveau du poids d'ailleurs du véhicule, on est avec cette version avec une batterie plus petite, sous la tonne 4. Ça, pour se rendre compte, c'est 70 kg, donc 5% en moins que la version autonomie confort. Mais si elle ne porte plus ce nom de confort, cette version autonomie urbaine, elle garde quand même ce très bon niveau sur ce point. On a un véhicule qui va vraiment être optimisé pour la conduite en ville avec de très bonnes suspensions pour les routes par exemple pavées ou les nids de poules ou encore les dodanes. La direction elle est assez souple, donc ça reste assez agréable parce qu'elle est quand même suffisamment précise. On n'a pas quand même trop de flou dans cette direction, mais le volant va être vraiment très facile à tourner, donc ça encore une fois agréable pour les manœuvres ou circuler notamment en ville. Le seul bémol finalement que je trouverais au niveau de ce confort de conduite, c'est sur cette partie, le cache plastique dont je vous parlais sur l'intérieur. Finalement moi dans ma position de conduite, il se retrouve finalement au contact de ma jambe droite et il crée une certaine gêne, donc rien de dramatique, et puis ça doit certainement dépendre de votre profil de conducteur.
Alors je vous parlais déjà des équipements qu'on a perdus dans cette finition évolution, mais toujours dans le but de faire baisser le prix de cette R5. Et il va y avoir également certains équipements qu'on va perdre au niveau de la conduite. Pour moi, le principal, ça va être le régulateur de vitesse qui n'est plus adaptatif. Il est normal, classique, qui ne va pas adapter sa vitesse en fonction du véhicule qui roule devant nous. Et ça, c'est vrai que sur le périphérique parisien, par exemple, ou dans les bouchons en général, on aurait aimé avoir ce mode justement bouchon qui va permettre d'aller jusqu'à l'arrêt, de repartir quand le trafic redémarre. Ça vous évite vraiment de vous servir des pédales. C'est ultra pratique, mais c'est pas disponible sur cette finition évolution. L'autre équipement que j'apprécie beaucoup et dont je dois me passer, c'est l'auto hold. Donc en fait, c'est le frein de parking qui va s'activer à chaque fois que le véhicule il est à l'arrêt. Et donc ça, en général, comme dans les finitions plus haut de gamme de la R5, vous avez un petit bouton sur lequel vous allez pouvoir appuyer pour dire au véhicule qu'à chaque fois que vous êtes à l'arrêt, vous voulez que le véhicule il se stoppe et qu'il ne redémarre que à l'appui sur la pédale d'accélérateur. Or là, ce n'est pas disponible et donc à chaque fois qu'on est à l'arrêt, si on relâche le pied du frein, le véhicule va se mettre à démarrer logiquement à basse vitesse, mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant sur ce point. Donc moi finalement la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de passer en P au moment où je suis à l'arrêt à un feu rouge par exemple, sachant que l'intérêt c'est qu'il va vous laisser quand même en mode drive et donc que vous aurez que à appuyer sur la pédale d'accélérateur pour repartir, mais vous êtes obligé d'enclencher ce parking électronique. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est au niveau du freinage régénératif. On sait, ça a un petit peu fait polémique au lancement de cette nouvelle R5. Elle n'est pas proposée avec des palettes au volant pour ajuster justement cette récupération d'énergie lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, alors que c'est proposé sur d'autres modèles chez Renault, comme la Mégane ou le Scénic. Alors c'est toujours pas le cas sur cette R5 avec la petite batterie, j'ai juste un mode drive D où lorsque je vais relâcher la pédale d'accélérateur, le véhicule va vraiment continuer façon roue libre. Et en alternative, je vais simplement avoir un mode B que j'active comme ceci et qui va en effet ralentir de manière quand même assez forte le véhicule sans être un mode one pedal. On va pas aller jusqu'à l'arrêt, mais disons qu'on va quand même sentir une très forte différence et qu'on le voit de toute façon à l'écran d'affichage, qu'on récupère quand même plus d'énergie avec ce mode B. Un écran décompteur de 7 pouces qui fait d'ailleurs très bien le job sur les phases de conduite. Il a l'avantage d'être assez complet avec les différents affichages de l'autonomie, de la consommation. Et l'avantage c'est aussi qu'on va pas mal pouvoir le personnaliser avec différentes ambiances ou ces différents affichages d'informations au choix. Alors sur cette version avec la petite batterie 40 kWh, on est très curieux de voir le niveau de consommation et donc sur nos près de 170 km parcourus, on était à 19 kWh au 100. Donc ça, il faut le prendre comme une moyenne. On a quand même roulé par temps froid, on est en plein hiver, donc il fait quand même largement moins de 10 degrés. J'ai roulé en région parisienne, certes, mais quand même pas mal sur des autoroutes à 90 ou 110 km/h. Donc cette consommation, elle paraît totalement justifiée. C'est plus sur l'autonomie réelle que ça peut être vu comme un peu décevant. Par exemple, ce matin, on est parti avec une batterie pleine à 100%, mais avec finalement cette consommation de 20 kWh au 100, il n'y a pas de miracle. Avec une batterie 40 kWh, on était logiquement à peine plus de 200 km d'autonomie affichée. Le point en revanche rassurant, c'est que sur un trajet purement urbain, 10 km domicile-travail, j'ai réussi à faire une consommation assez record de 10 kWh au 100 et donc ça c'est prometteur justement pour avoir une autonomie assez longue sur une semaine de travail par exemple. On retrouve d'ailleurs à l'écran l'affichage assez intelligent de l'autonomie chez Renault puisqu'on a son autonomie théorique à 120 km actuellement avec 50% de batterie, mais on va également avoir l'autonomie disponible si on fait que de la ville, là en l'occurrence 157 km, et si on fait que de l'autoroute 86 km. Le point que je trouve aussi intéressant dans ces affichages de consommation, c'est qu'on a le détail de ce que consomme la climatisation, là en l'occurrence en hiver, le chauffage, et ça a pu représenter sur certains trajets, quand j'étais à 20 kWh au 100 de moyenne, presque la moitié de la consommation. Et là sur notre conso de 19 kWh, on est à 5,7 kWh au 100, rien qu'avec l'utilisation de la climatisation et d'autres équipements. Et ça pour le coup je trouve que c'est vraiment bien vu parce que surtout dans les situations en hiver ou sur une voiture électrique on peut s'inquiéter de perdre beaucoup d'autonomie, là au moins le client pourra savoir vraiment ce qu'il consomme dans la voiture et en l'occurrence le chauffage qui peut représenter un poste de consommation assez important dans une voiture 100% électrique. Donc finalement c'est ça qu'on peut retenir peut-être dans ce bilan de conduite, c'est que c'est vraiment un véhicule très agréable au quotidien, qui a vraiment un très bon niveau de confort, une bonne isolation aussi acoustique, c'est très important pour une voiture 100% électrique.
il y a juste cette petite batterie à prendre en compte et donc une autonomie qui peut être très limitée sur autoroute. On n'a pas testé de l'autoroute à 130. Apparemment, on ne peut pas s'attendre à atteindre les 200 km d'affilée sur autoroute. Donc une autonomie qui dépasserait à peine les 100 km sur autoroute. Autant dire que, a priori, cette R5 autonomie urbaine, comme son nom l'indique, elle se destine vraiment pas à des longs trajets, ou alors il faudra penser à ne pas emprunter les autoroutes à 130. L'occasion aussi de vous parler d'ailleurs de la recharge. Là, pour le coup, elle est pratiquement au même niveau que la R5 autonomie confort, puisqu'on va avoir du 11 kW sur la charge lente, donc en courant alternatif, et sur la charge rapide, mais qui du coup perd de son intérêt avec cette autonomie assez limitée. On a une puissance qui peut monter à 80 kW contre 100 kW avec la grande batterie. On arrive à la fin de cette émission à consacrer à cette R5 autonomie urbaine, en fait la nouvelle entrée de gamme de la R5. L'occasion de faire un bilan, voilà, est-ce que pour un tarif plus abordable, même si on reste sur 27 990 € hors bonus, je le rappelle, donc ça reste quand même une voiture assez chère, mais on est à 5 500 € de moins que sur les versions commercialisées l'an dernier, donc finalement on doit s'y retrouver en termes d'équipement, en termes d'équation économique. Alors Julien, est-ce qu'elle a quand même des points forts cette R5? Si je suis tout ce que tu nous as expliqué pendant une vingtaine de minutes, là on est quand même sur quelque chose qui finalement on s'y retrouve. Oui, complètement. Moi, je trouve que c'est quand même une offre intéressante, sachant qu'on retrouve vraiment cet ADN de la nouvelle R5, donc le côté néo-rétro, la modernité de la conduite électrique, un certain confort aussi. Mais après, c'est vrai que c'est dommage de ne pas retrouver, par exemple, des sièges réglables en hauteur de série. Oui, mais alors ça, par exemple, je peux te faire, c'est un clin d'œil à Alpine, parce que sur les Alpine à 110, on peut pas non plus régler le siège en hauteur. Mais c'est vrai que finalement, blague à part, ça fait un peu bizarre de manquer de certains équipements comme celui-ci. Mais est-ce que, par exemple, sur notre version, il y a quand même des options? Parce que je me dis, par exemple, si je veux une couleur un peu particulière pour la carrosserie, pas ce blanc très classique, ça va me coûter combien? Oui, c'est ça qui est drôle finalement, c'est que la couleur blanche, des fois, elle est gratuite, et ici, finalement, elle est payante. Donc le noir est de série, et là, pour cette couleur blanche, il faut compter 600 €. On ajoute le pack qui comprend donc les fameux sièges chauffants, mais aussi réglables en hauteur, qui sont quand même à 400 €. Donc c'est vrai que sur une voiture qui est quand même relativement cher déjà de base, c'est peut-être une option qui est compliquée à prendre comme ça, on va dire en plus, alors qu'on a mis déjà un prix de départ assez élevé. Bah surtout, c'est pas forcément sur ces équipements-là que j'aurais mis un petit billet en plus. Je pense par exemple à ce que tu nous as expliqué sur la caméra de recul ou le régulateur adaptatif, c'est extrêmement pratique sur une voiture électrique, surtout pour justement conduire en ville. Si je veux ces équipements-là, il faut que je rajoute combien sur ma facture? Bah finalement, moi je pense qu'il y a un compromis qui est assez intéressant sur cette R5 finition évolution, c'est que vous prenez le pack techno à 2000 € et ça va vous ajouter quand même pas mal d'équipements, notamment la recharge induction du smartphone, ça j'en ai pas parlé mais c'est quand même toujours appréciable, et bien sûr donc on retrouve le régulateur adaptatif, la caméra de recul, un radar à l'avant aussi, il faut le rappeler, parce que c'est quand même aujourd'hui pratique dans des environnements urbains où il peut y avoir pas mal d'obstacles, on va dire, sur son passage. Cette R5 finalement elle est quand même petite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué, c'est quand même bien pour voir par rapport à ce qui se trouve devant nous. Donc ce pack techno il est à 2000 € finalement, en fait je vais me rembourser avec le bonus écologique, mais là bon, on a un peu fait gonfler la facture de la R5 d'entrée de gamme, mais ce qu'il faut dire c'est qu'en fait cette entrée de gamme elle ne va pas rester une entrée de gamme très très longtemps, Julien, si j'ai bien compris. Complètement, c'est ce qu'on attend l'été prochain avec la version 5, donc en fait la petite batterie 40 kWh de notre modèle d'essai, mais avec un moteur encore moins puissant, 90 chevaux. Et bien du coup il faudra qu'on vous fasse un comparo, on va avoir beaucoup de comparos R5 contre R5 dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci Julien Bonnet, merci à Serin Fabet derrière la caméra. On se retrouve nous le week-end prochain, toujours à 18h30 sur BFM Business, et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.